En 1967, une jeune femme gendarme d'une petite ville côtière bretonne disparaît sans laisser de traces au cours d'une patrouille nocturne de routine. Tout le monde pensait qu'elle avait simplement abandonné son poste et s'était enfuie, jusqu'à ce que, 13 ans plus tard, un pêcheur repère quelque chose de choquant au pied d'une falaise isolée. Sa voiture de patrouille rouillée, émergeant des vagues, avec à l'intérieur des preuves qui révélaient une horrible vérité sur cette nuit-là. En ce jour de mars 1990, le brouillard matinal est épais au-dessus de Plouescat, en Bretagne, et s'accroche aux falaises côtières comme un voile. Le capitaine Jacques Moreau venait de se servir sa deuxième tasse de café chez lui lorsque sa radio s'est mise à crépiter. Unité 23, ici le central. Nous avons un 112 à la pointe de Begpol. Un pêcheur signale la présence d'un véhicule de la gendarmerie au pied de la falaise. Demande d'intervention immédiate. La main de Jacques se figea au milieu de sa baguette, la pointe de Begpol, ce tronçon dangereux de la D10, où l'Atlantique rencontre des falaises de granit. Il a parcouru cette route un nombre incalculable de fois au cours de ses 20 années passées à la gendarmerie nationale, mais quelque chose dans cet appel lui a serré la poitrine. Dispatch, ici l'unité 23, Moreau en intervention. Arrivé dans 10 minutes. Il saisit son képi et se dirigea vers sa voiture de patrouille, le café oublié sur le comptoir. Alors qu'il sortait de son allée, sa radio s'anima à nouveau. Jacques Marie. La voix de l'adjudant Marie Dubois était tendue par l'urgence. « Je suis déjà en route. L'hélicoptère a été envoyé. Rejoignez-moi au point d'observation nord. » « Bien reçu. Qu'est-ce qu'on voit ?» Le pêcheur dit que c'est certainement l'un des nôtres. Un vieux modèle, très endommagé. Jacques, dit-elle en faisant une pause, le dispatching a fait une vérification préliminaire des véhicules de patrouille disparus dans la région. Il n'y en a qu'un seul qui n'a pas été retrouvé au cours des 20 dernières années. Les jointures de Jacques blanchirent sur le volant. Il n'avait pas besoin qu'elle prononce le nom. Laure. Sa femme, disparue depuis 13 ans. Sa voiture de patrouille s'est volatilisée sans laisser de traces lors d'un service de nuit de routine en 1967. Le trajet jusqu'à la pointe de Begpol a duré exactement 9 minutes et 37 secondes. Jacques le savait parce qu'il les comptait toutes, son esprit se précipitant sur des souvenirs qu'il avait essayé d'enfouir. Laure dans son uniforme bleu impeccable, son badge brillant lorsqu'elle l'avait embrassé ce dernier soir, le sourire forcé lorsqu'elle lui avait promis d'être prudente, le lit vide qui avait attendu son retour. Le point d'observation était déjà encombré de camionnettes de la gendarmerie lorsqu'il arriva, leur lumière bleue peignant le brouillard dans des teintes surréalistes. Du ruban jaune délimite le bord de la falaise, où un groupe de gendarmes surveille la côte rocheuse en contrebas. Jacques repéra immédiatement Marie, ses cheveux noirs tirés en arrière dans son chignon caractéristique, l'insigne de son adjudant bien en évidence sur son épaule. « Jacques », elle se tourna vers lui, ses yeux bruns pleins de sympathie. « Vous devriez vous préparer. Le coroner a été appelé. » Il acquiesça sèchement et s'avança jusqu'au bord de la falaise. En contrebas, à peine visible dans la brume matinale, se trouvaient les restes tordus d'une voiture de patrouille. Même de cette hauteur, il pouvait voir la rouille qui avait rongé le métal comme de la pourriture, la façon dont le toit s'est effondré sous l'effet de la pression et des vagues. Le whoop-whoop caractéristique des rotors d'hélicoptère annonce l'arrivée de l'équipe de secours. Jacques regarde l'hélicoptère de garde-côte descendre, son équipage préparant les lourds câbles qui soulèveront l'épave. Le pêcheur qui a fait la découverte se tient à proximité, un homme âgé d'une 60aine d'années, portant un ciré délavé et des bottes en caoutchouc. « Vous l'avez trouvé ?» demande Jacques. L'homme acquiesce, visiblement ébranlé. « Je pêche dans ces eaux depuis 30 ans. Cette voiture n'était pas là la semaine dernière, je peux vous le dire. La tempête d'il y a 2 jours a dû la déloger de l'endroit où elle se cachait. Quand le soleil a frappé le pare-choc chromé ce matin, il a secoué la tête. J'ai tout de suite su que ce n'était pas normal. « Vous avez bien fait de le signaler, » dit Marie en les rejoignant. « Pouvez-vous nous dire exactement ce que vous avez vu ?» Tandis que le pêcheur raconte sa découverte, Jacques regarde l'équipe de l'hélicoptère travailler. Ils descendent en rappel le long de la falaise avec une efficacité éprouvée.
attachant de lourds câbles au châssis du véhicule. Le processus est minutieux. Un faux mouvement peut faire basculer les preuves dans l'Atlantique. Levez maintenant, annonce la radio. Les gendarmes rassemblés se taisent tandis que les câbles se tendent. Lentement, impossiblement, la carcasse rouillée commença à s'élever, l'eau s'écoulant de ses fenêtres brisées comme des larmes, à des morceaux de rouille et des débris pleuvant sur les rochers en contrebas. Jacques retient son souffle lorsque la voiture franchit le bord de la falaise et est guidée vers un terrain plat qu'ils ont dégagé. De près, la dévastation est encore pire. La voiture de patrouille, une Renault 12 de 1975, le même modèle que l'or, était à peine reconnaissable. L'océan n'a pas été tendre. La rouille a rongé des pans entiers de la carrosserie et les bernacles ont recouvert le train d'atterrissage comme une armure. L'équipe de la police scientifique s'est immédiatement déplacée, photographiant chaque angle avant de commencer son examen. Jacques se force à rester en retrait, à les laisser travailler, même si son instinct lui hurle d'ouvrir les portes et de chercher des réponses. La plaque d'immatriculation est encore partiellement lisible, annonce l'un des techniciens. On l'examine en ce moment. La main de Marie se posa sur l'épaule de Jacques. « Tu n'es pas obligé d'être là pour ça. »« Si, je le dois. » Le technicien avec l'ordinateur portable a levé les yeux, le visage grave. Le numéro d'identification correspond. C'est le véhicule de patrouille de la gendarme Laure Moreau. Les mots ont frappé Jacques comme un coup physique, même s'il l'avait su, l'avait senti dans ses os, depuis le moment où il avait entendu l'appel. 13 ans à ne pas savoir, à se demander si elle l'avait simplement quitté, si elle avait quitté le travail, si elle avait tout laissé derrière elle. Maintenant, il avait la preuve que quelque chose de terrible s'était produit cette nuit-là. Ouverture de la portière du conducteur, annonce le chef de la police scientifique. Il tire et la porte se détache entièrement, ses charnières étant rouillées. L'intérieur était une caverne d'ombres et de pourritures, les sièges pourris jusqu'au ressort, le tableau de bord un amas de corrosion. Aucun reste n'est visible, rapporte le technicien, et Jacques relâche un souffle qu'il ne savait pas qu'il avait retenu. Il ne saurait dire s'il s'agissait d'un soulagement ou d'une déception. Les recherches se poursuivent méthodiquement. Les effets personnels émergent comme des objets provenant d'une tombe, une lampe de poche dont les piles ont depuis longtemps fui et sont corrodées, un recueil de citations dont les pages ont été fusionnées en une masse solide, et puis, sous le siège du conducteur, une douille en laiton. 9 mm parabellum, dit le technicien en la montrant. Identique à celle du service. Sang, dit un autre technicien depuis l'arrière du véhicule. Dégradé, mais il y a bien du sang sous le siège arrière. Il a ouvert le coffre, passant sa lampe de poche sur l'intérieur rouillé. Des traces significatives dans le coffre. Une nouvelle voix se fait entendre. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le commandant Richard Hervé a traversé le ruban de la scène de crime comme s'il en était le propriétaire, ce qui, selon Jacques, était tout à fait le cas. Hervé avait également été le superviseur de l'or en 1967. La cinquantaine passée, il avait pris de l'épaisseur autour de la taille, mais se comportait toujours avec l'autorité d'un homme habitué à être obéi. « Richard, dit Marie, nous avons la confirmation qu'il s'agit du véhicule de Laure Moreau. » Le visage d'Hervé passe par plusieurs expressions avant de se fixer sur l'inquiétude officielle. « Mon Dieu, après tout ce temps, il regarde Jacques. Vous ne devriez pas être là. Je vais bien. Du sang et du laiton, résume le responsable de la police scientifique. Aucune caméra n'a été retrouvée, probablement détruite par l'eau de mer, mais il s'agit bien d'une scène de crime. Hervé se frotte la mâchoire. Ne tirons pas de conclusion hâtive. Ce sang pourrait être celui de n'importe qui. Pour ce que nous en savons, Laure pourrait avoir. Il fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Elle pourrait avoir été impliquée dans quelque chose qui a mal tourné. Tirer sur quelqu'un, paniquer, abandonner la voiture. Ce n'est pas Laure, dit Jacques sans embâge. Elle ne le ferait pas. 13 ans, c'est long, Jacques. Les gens ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Le ton d'Hervé était compatissant mais ferme. Nous enquêtons correctement, pas de suppositions. Marie intervient avant que Jacques ne puisse répondre. Nous aurons besoin de tests ADN sur les échantillons de sang. C'est une nouvelle technologie, coûteuse, mais... Faites-le, dit Hervé.
Il s'agit d'un homicide potentiel. Nous ne lésinons pas sur les moyens. Il regarde la scène. Les médias vont s'emparer de l'affaire. Il nous faut une déclaration. Comme s'il avait été appelé par ces mots, le premier fourgon de reportage est apparu à l'horizon, suivi rapidement par deux autres. En quelques minutes, les journalistes de France 2 et de Ouest France s'installent juste derrière le cordon de police, leurs caméras braquées sur la voiture de patrouille rouillée. Jacques se retrouve devant les caméras avant même d'avoir compris ce qui se passe. Les journalistes lui tendent des micros comme des baïonnettes. Capitaine Moreau, qu'est-ce que cela vous fait d'avoir enfin des réponses sur la disparition de votre femme? Est-il vrai que le gendarme Moreau faisait l'objet d'une enquête avant qu'elle ne disparaisse? Croyez-vous qu'elle a été assassinée? Jacques redressa les épaules et regarda la caméra la plus proche. Le gendarme Laure Moreau était un membre dévoué de cette brigade. Elle venait d'être promue sergent de patrouille lorsqu'elle a disparu en 1967. Elle était travailleuse, honnête et dévouée au service de cette communauté. Nous mènerons une enquête approfondie et professionnelle sur cette découverte et nous découvrirons ce qui lui est arrivé. La nature nous a enfin remis cette preuve et nous ne laisserons pas passer l'occasion. D'autres questions lui parviennent, mais Marie l'éloigne doucement des caméras. Derrière eux, l'équipe médico-légale poursuivait son travail méthodique, chaque élément de preuve étant soigneusement répertorié et préservé. « Vous avez bien travaillé », dit Marie lorsqu'ils atteignent leur véhicule. « Rentrez chez vous, Jacques. Prends ton temps. » Hervé apparaît au coude de Jacques. « Elle a raison, tu es trop près du but. Prends quelques jours, laisse-nous nous occuper de l'enquête. Je peux travailler sur cette affaire. » « Non, vous ne pouvez pas. » Le ton d'Hervé est sans appel. « Vous êtes impliqué émotionnellement. Votre jugement est compromis. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait. » Ah, Marie acquiesce à contre-cœur. « Je m'en occuperai personnellement, je travaillerai avec l'équipe. Je vous tiendrai au courant à chaque étape, Jacques. Tu peux me faire confiance. » Jacques regarda entre eux, puis la carcasse rouillée de la voiture de patrouille de Laure. Après 13 ans, les réponses étaient enfin à portée de main. Mais ils avaient raison. Il était trop près, trop brut. « J'ai des copies des dossiers originaux à la maison, dit-il finalement. Je vais les examiner, voir si nous avons manqué quelque chose. » « C'est très bien, dit Hervé, visiblement soulagé. Mais ne joue pas au détective tout seul. » Marie raccompagne Jacques à sa voiture de patrouille. « Je vais retourner à la brigade, sortir tous les dossiers, les carnets de bord de 1967, les tableaux de service, tout. On va trouver une solution. » « Quelqu'un l'a tuée, Marie. » Les mots sont sortis brutalement. Pendant toutes ces années, les gens ont dit qu'elle s'était enfuie, qu'elle avait abandonné son devoir. Mais quelqu'un l'a tuée. On ne le sait pas encore. Le sang dans le coffre, la douille de la balle, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? L'expression de Marie est sympathique, mais professionnelle. Nous suivons les preuves. C'est tout ce que nous pouvons faire. Jacques monte dans sa voiture de patrouille et démarre le moteur. Dans son rétroviseur, il pouvait voir l'équipe médico-légale en train de travailler, les vestiges rouillés du passé enfin ramenés à la lumière. Il enclenche la vitesse et rentre chez lui, l'esprit déjà en train de parcourir les dossiers poussiéreux qui attendent dans son bureau, à la recherche de l'indice qui leur a échappé il y a 13 ans. La maison de Jacques était tranquille sous le soleil de midi, une modeste maison de 2 étages dans un quartier de Plouska où gendarmes et instituteurs vivaient côte à côte. Il franchit la porte d'entrée et se dirigea directement vers son bureau, sans prendre la peine d'enlever sa veste. La boîte était posée sur l'étagère supérieure de son placard, exactement à l'endroit où il l'avait placée il y a 5 ans, lors de son dernier examen. Carton brun, L. Moreau, 1967, écrit au feutre noir sur le côté. Il le descendit et s'assit sur le sol du bureau, et étalant le contenu autour de lui comme les pièces d'un puzzle qu'il n'avait jamais réussi à résoudre. La photo de Laure le regarde fixement depuis son dossier personnel, des cheveux blonds coiffés dans les vagues de la fin des années 70, des yeux bleus brillants de fierté, les nouveaux chevrons de sergent fraîchement apposés sur son uniforme. Elle avait 28 ans lorsque cette photo a été prise, 2 semaines avant sa disparition.
Il saisit d'abord les copies du journal de bord, parcourant du doigt les entrées du 18 novembre 1967. L'écriture de Laure, nette et précise, 20 heures, début de la patrouille, secteur 7. Puis, 15 minutes plus tard, 20h15, contrôle routier de routine, D10, borne kilométrique 42. Avertissement donné. Rien après cela. Pas d'appel de détresse, pas de rapport d'activité suspecte, pas de demande de renfort. Rien que le silence. Jacques passe en revue les déclarations des témoins, toutes les trois. À sa partenaire de la nuit, la gendarme Patricia Hervé, a fait un bref compte-rendu. J'ai vu le gendarme Moreau pour la dernière fois à 20h lorsqu'elle est partie en patrouille solo. Elle semblait de bonne humeur et indiquait qu'elle voulait terminer tôt pour assister à la diffusion tardive des dossiers de l'écran sur FR3. Les deux autres déclarations émanent de civils qui ont vu une voiture de patrouille ce soir-là, mais ne peuvent confirmer qu'il s'agit de celle de Laure. Minimal. Un minimum frustrant. Il s'est adossé au mur, fixant les papiers éparpillés sur sa moquette. Laure n'aurait pas simplement conduit sa voiture de patrouille hors de la pointe de Beckpole. La logistique seule rendait cela impossible. Comment aurait-elle pu s'enfuir? Quelqu'un d'autre devait être impliqué. Ses yeux se posèrent sur le tableau de service. Patricia Hervé avait été la partenaire de Laure. Mais là, au bas de la page du registre, il y avait un autre nom. L'adjudant Charles Beaumont, superviseur de l'équipe de nuit. Il avait signé les entrées du journal, confirmant leur exactitude. Jacques saisit son téléphone et compose le numéro de Marie. Elle répond à la deuxième sonnerie. « Jacques, je suis presque de retour à la brigade. Richard est déjà là. Le reste de l'équipe est encore en train d'analyser les lieux. Je dois vous poser une question sur Charles Beaumont. Il a signé le carnet de bord la nuit où Laure a disparu. Beaumont, il a été muté à la gendarmerie du Finistère il y a environ 8 ans. Qu'en est-il? Je veux lui parler. Pouvez-vous me donner son contact actuel quand vous arriverez à la brigade? Bien sûr. Vous arrivez? J'arrive. Jacques rangea les dossiers dans leur boîte et se leva. La maison semblait trop calme, trop remplie de fantômes. Ah, il fallait qu'il bouge, qu'il fasse quelque chose. Au lieu de se rendre directement à la brigade, il s'est retrouvé à tourner sur la D10 en direction du sud vers l'ancien secteur de patrouille de l'Or. 20 minutes plus tard, il s'est arrêté à la borne kilométrique 42, l'endroit où Laure a été arrêtée pour la dernière fois. La région n'avait pas beaucoup changé en 13 ans. Des broussailles et des herbes côtières ployaient sous le vent éternel. L'Atlantique était une étendue gris-bleu à l'ouest. À l'est, il pouvait voir l'ancien port de pêche de Roscoff, ses quais et ses hangars de transformation du poisson rouillé et battu par le vent. Ils avaient cherché là en 1967, mais n'avaient rien trouvé. Pourquoi Laure était-elle venue seule? La procédure habituelle veut que les paires soient formés après la tombée de la nuit, en particulier dans les zones isolées. Il était sur le point de retourner à sa voiture lorsqu'il entendit le grondement d'un autre véhicule de patrouille qui s'approchait. La Renault bleue et blanche ralentit au passage, puis s'arrêta. La vitre du conducteur se baisse et Jacques se retrouve face à un visage qu'il n'a pas vu depuis des années. « Jacques Moreau, c'est vous ?» Charles Beaumont avait bien vieilli. Ses cheveux étaient gris, mais son visage était toujours aussi sec et alerte. Il porte l'uniforme de la gendarmerie du Finistère avec l'assurance d'un officier chevronné. « Charles, c'est une coïncidence. Je pensais justement à vous. » « Oui, j'en ai entendu parler ce matin. Ils ont vraiment retrouvé la voiture de Laure. L'expression de Charles est sympathique, mais réservée. À la pointe de Beckpole, j'étais en train de vérifier son ancien itinéraire de patrouille. » Charles acquiesce lentement. C'est terrible, après tout ce temps. Il jette un coup d'œil à sa montre. « Écoutez, j'aimerais bien rattraper le temps perdu, mais je suis en retard pour mon service. En fait, je voulais vous poser une question sur le journal de bord de cette nuit-là. Vous l'avez signé. » Quelque chose s'est mis à briller dans les yeux de Charles. C'était il y a 13 ans, Jacques, mais oui, je me souviens l'avoir signé. Tout était en ordre, comme toujours. Il enclenche la vitesse. Je vais te dire, allons prendre un café un de ces jours pour parler du bon vieux temps. Je patrouille aujourd'hui dans la région de Plougonvelin, près de la pointe Saint-Mathieu. Appelez-moi à la brigade. C'est ce que je vais faire.
Charles fait un bref signe de la main et s'éloigne, sa voiture de patrouille disparaissant dans le virage de la côte. De retour dans sa voiture, Jacques allume la radio en direction de la brigade. Un reportage est diffusé, une rediffusion de son interview de la matinée. La gendarme Laure Moreau était un membre dévoué de cette brigade. Elle venait d'être promue sergent de patrouille lorsqu'elle a disparu en 1967. Elle était travailleuse, honnête et dévouée au service de la communauté. Ses propres mots lui reviennent en écho et soudain une pensée le frappe de plein fouet. Laure avait été nouvellement promue, jeune, femme, ambitieuse, dans une brigade dominée par des gendarmes de la vieille école. Il y avait travaillé assez longtemps pour savoir à quel point la politique pouvait être brutale, à quel point certains officiers supportaient mal le changement, les nouveaux venus qui montaient trop vite en grade. Il essayait de repousser cette idée. Il s'agissait de ses camarades, de gens à qui il avait confié sa vie. Mais les questions persistaient. Pourquoi Laure avait-elle été seule cette nuit-là? Qui l'avait affectée à un itinéraire de patrouille aussi isolé? Jacques appuya plus fort sur l'accélérateur. Il avait besoin de réponses, et il allait les trouver. Le parking de la brigade gendarmerie de Plouscat était à moitié vide lorsque Jacques s'y arrêta, la relève de l'après-midi n'ayant lieu que dans 1 heure. Il tendait la main vers la poignée de sa portière lorsqu'un mouvement attira son attention. Richard Hervé, faisant les 100 pas le long du bâtiment, téléphone portable à l'oreille. Même à 50 mètres de distance, Jacques peut percevoir la tension dans le langage corporel de son superviseur. Richard fait des allers-retours à petits pas agités, sa main libre faisant des gestes brusques. Puis sa voix s'éleva traversant le parking. « Une voiture est arrivée. C'est à vous de jouer. Bougez maintenant. » Jacques s'arrêta, la main toujours sur la poignée de la porte. Le ton de Richard était urgent, presque désespéré. Il descendit de sa voiture de patrouille, refermant la porte avec un léger déclic. Richard a dû sentir le mouvement, car il s'est retourné et a écarquillé les yeux en voyant Jacques. La surprise sur son visage s'est vite transformée en incertitude, en peur. Il baissa immédiatement la voix, marmonnant quelque chose dans le téléphone avant de mettre fin à l'appel. « Jacques, » dit Richard en forçant un sourire. « Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais t'avoir dit de prendre ton temps. » Jacques s'approcha, essayant de garder une expression neutre. « Je n'ai pas pu rester à l'écart. C'était à propos de l'affaire Laure? »« Quoi? Oh, l'appel. » Richard rangea son téléphone dans sa poche. « Oui, c'était le service des preuves de la préfecture. Enfin, il me reproche d'avoir déplacé la voiture. Tu sais ce que c'est. Ce véhicule est resté dans l'eau salée pendant 13 ans. C'est un danger pour l'environnement maintenant. Les réglementations et tout le reste. Ils veulent qu'elle soit transférée le plus rapidement possible dans leur centre spécialisé, mais la société de transport traîne des pieds. » Il rit, mais son rire semble forcé. J'ai dû leur mettre le feu aux poudres. J'ai dit, c'est à vous de jouer. Déplacez-la maintenant, avant que les inspecteurs de l'environnement ne nous mettent le nez dans le guidon. C'était logique. Jacques avait déjà eu affaire à des transports de preuves et savait à quel point les matières dangereuses pouvaient être compliquées. La bureaucratie ne se repose jamais, hein? Racontez-moi. Richard s'essuie le front, malgré l'air frais du mois de mars. Viens, entrons à l'intérieur. Ils franchirent ensemble l'entrée principale de la brigade, les bruits et les odeurs familiers de l'enclos envahissant Jacques. Les téléphones qui sonnent, le café qui coule, la subtilité du chaos contrôlé qui caractérise le travail de la gendarmerie. Ils repèrent immédiatement Marie, blottie avec 2 techniciens de la police scientifique près de la salle de traitement des preuves. Elle a levé les yeux à son approche, mais a levé un doigt. « Attendez !» Les échantillons dégradés posent toujours problème, explique l'un des techniciens. Ce nouveau test ADN nécessite un matériel génétique de haute qualité. Ce que nous avons extrait de cette voiture. Il secoue la tête. 13 ans sous l'eau, contaminés par le sel, la rouille et les bactéries marines, il faut compter au moins quelques semaines, peut-être des mois. Il n'y a aucun moyen d'accélérer les choses? Demande Marie. Pas sans compromettre les résultats. Le sang est là, nous l'avons confirmé, mais si nous pouvons extraire suffisamment d'ADN propre pour établir une correspondance. Le technicien haussa les épaules. Jacques sentit son espoir se dégonfler.
Sans confirmation de l'ADN, il ne pouvait même pas prouver que l'or était dans la voiture lorsqu'elle s'est renversée. « Et la douille de la balle ?» insiste Marie. Le second technicien feuillette ses notes. « C'est plus sûr. C'est un 9 mm Parabellum qui correspond aux munitions délivrées par le département en 1967. Même poids de grain, même fabricant. Si la gendarme Moreau a tiré avec son arme cette nuit-là, cela pourrait provenir de cette arme. » Jacques ferme les yeux, les implications l'envahissent. L'arme de l'or, le sang de l'or ou de quelqu'un d'autre. L'incertitude était exaspérante. Il ouvrit les yeux pour voir Richard disparaître dans le couloir en direction de son bureau, la démarche légèrement incertaine. Marie se sépare enfin de l'équipe médico-légale. « Désolé pour ça, ça va ?» Je dois parler à Richard de Charles Beaumont. J'ai croisé Charles sur la D10, sur l'ancien itinéraire de patrouille de l'or. Les sourcils de Marie se haussent. C'est une sacrée coïncidence. C'est exactement ce que je pense. Jacques lui touche l'épaule. Je vais rattraper Richard. Nous en reparlerons après. Je serai dans mon bureau. J'ai quelque chose à te montrer. Jacques se dirige vers le couloir et frappe à la porte de Richard. C'est Jacques. Entrez. Il poussa la porte et trouva Richard qui fermait précipitamment le tiroir de son bureau, jetant semblait des pilules avec un verre d'eau. Des médicaments pour la tension artérielle, explique Richard, sans se faire prier. Cette affaire est... Il fait un geste vague. Vous ne devriez pas être ici, Jacques. Je pensais ce que j'ai dit à propos des congés. J'ai essayé. Je n'ai pas pu. Jacques remarque que Richard s'est affaissé dans son fauteuil, le visage rougi. J'ai besoin de vous poser des questions sur Charles Beaumont. L'expression de Richard se crispe. Qu'est-ce qu'il a? Je l'ai croisé aujourd'hui sur l'ancien itinéraire de patrouille de l'or. C'est le superviseur de nuit qui a signé le carnet de bord quand l'or a disparu. Et alors, quelqu'un devait le signer. Quelque chose me tracasse. Si l'or avait été attaqué cette nuit-là, elle l'aurait signalé. Elle était trop bonne gendarme pour ne pas le faire. Mais il n'y a rien après 20h15. Richard se masse les tempes des deux mains. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons toujours pensé qu'elle était partie. Pas d'appel de détresse, pas de rapport d'attaque, pas de témoin disant avoir vu quelque chose de suspect. Mais cela ne correspond pas à ce que nous avons trouvé aujourd'hui. Du sang, des douilles de balles. Vous perdez du temps et des ressources. La voix de Richard est devenue tranchante. Charles Beaumont est un bon gendarme. Vous voulez commencer à soupçonner vos camarades sur la base de quoi? Une signature sur un carnet de bord vieux de 13 ans? Je ne soupçonne personne. Je veux juste avoir une vue d'ensemble. Richard se leva brusquement, puis attrapa le bord de son bureau en se balançant. Je ne peux pas. Je dois vérifier le transport de la voiture, m'assurer qu'elle arrive bien au dépôt de preuves. Il se dirigea vers la porte, mais trébucha légèrement. Jacques lui attrapa le bras, alarmé par la moiteur de la peau de Richard à travers la manche de sa chemise. « Jésus, Richard, tu es sûr que ça va? Tu as peut-être besoin d'un café ou... Je vais bien. » Richard s'éloigne et tente de rire. « C'est juste ce foutu régime que ma femme me fait suivre. L'hypoglycémie et le stress ne font pas bon ménage. » Il redressa sa cravate d'une main tremblante. « Nous avons besoin de pistes concrètes, Jacques. Pas de théories farfelues sur des collègues officiers. » Jacques le regarda partir, remarquant que Richard avait oublié de verrouiller la porte de son bureau et avait failli se heurter à l'entrée vitrée de l'enclos. Quelque chose ne tournait pas rond. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre, Marie apparut à son coude. « Mon bureau. Maintenant. » Une fois à l'intérieur, Marie ferma la porte et sortit un document de son bureau. J'étais en train de fouiller dans les archives à la recherche d'autres affaires sur lesquelles Laure travaillait en 1967. J'ai trouvé ça. Mal classé. Jacques prend le papier, une déclaration de témoin, mais quelque chose ne va pas. Pas de signature, pas de cachet officiel, juste un texte dactylographié décrivant une voiture de patrouille et une camionnette blanche sur la pointe de Bec-Paul la nuit où Laure a disparu. Où était-ce? Dans un dossier sans aucun rapport, un cambriolage résidentiel 3 mois plus tard. Marie a sorti le dossier du cambriolage. Vous voyez, rien à voir avec Laure ou cette nuit-là. Jacques étudie les deux documents. Pourquoi le cacher au lieu de le détruire? Marie baisse la voix.
Peut-être que quelqu'un voulait une assurance, une histoire de secours au cas où il en aurait besoin, ou peut-être qu'ils ont simplement oublié qu'ils l'avaient caché. Quoi qu'il en soit, quelqu'un dans cette brigade en savait plus qu'il ne l'a dit. Jacques regarde le nom sur la déclaration du témoin, Béatrice Caron. Attendez, ce nom. J'ai déjà sorti le dossier officiel, dit Marie en sortant un autre dossier. Il y a une deuxième déclaration de Béatrice Caron, signée, tamponnée, tout à fait officielle. Jacques la lit rapidement. Dans cette version, Béatrice affirme n'avoir rien vu d'anormal cette nuit-là. Le même témoin, deux histoires complètement différentes. Elle a une adresse et un numéro de téléphone. Jacques consulte sa montre, toujours locale, dans le quartier de Kerlouan. Marie prend sa veste. Je viens avec toi. Quelque chose me dit que mademoiselle Caron a des explications à donner. Il se dirige vers la porte. L'esprit de Jacques s'emballe. De nouvelles preuves, des documents cachés, des déclarations contradictoires. Après 13 ans, le mur de silence soigneusement construit autour de la disparition de Laure commençait enfin à se fissurer. La Peugeot banalisée de Marie sentait le café et les vieux dossiers lorsqu'ils sont sortis du parking de la brigade. Jacques avait la déclaration du témoin à la main et composait le numéro de téléphone de Béatrice Caron. « Allez, décroche !» marmonne-t-il en écoutant la sonnerie qui n'en finit pas de retentir. Au bout de la 4e tentative, il raccroche le téléphone. La ligne est coupée. Soit elle est déconnectée, soit elle ne répond pas. L'adresse n'est qu'à 5 minutes, dit Marie en tournant dans la rue de la Côte. Kerlouan est un quartier calme, ouvrier. Les maisons deviennent de plus en plus petites au fur et à mesure qu'elles avancent. De petites maisons d'après-guerre avec de minuscules jardins et des Citroën dans les allées. Marie ralentit lorsqu'ils tournèrent dans la rue Béatrice et vérifiant les numéros des maisons. « Ce devrait être sur la droite, dit Jacques. 2847, 2851, là. Attends. » Marie freine doucement. Regarde. La Peugeot de la brigade de Richard Hervé se trouvait devant une maison grise à la peinture écaillée et à la pelouse envahie par la végétation. Richard lui-même se tient sur le perron et il n'est pas seul. Une femme d'une 40aine d'années lui fait face, le langage corporel défensif, les bras croisés sur la poitrine. Marie s'est arrêtée sur le trottoir, 3 maisons plus loin, et a coupé le moteur. À travers le pare-brise, ils ont vu Richard pointer son doigt vers la femme, le visage sévère. Même à cette distance, ils pouvaient voir la tension dans ses épaules, le penchant agressif de son corps. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» chuchote Jacques. La femme, vraisemblablement Béatrice, secoua la tête à plusieurs reprises, reculant vers sa porte. Richard fouilla dans sa veste et en sortit ce qui ressemblait à une enveloppe épaisse. Il la lui mit dans les mains et se pencha pour lui dire quelque chose qui la fit tressaillir. « Cela ne ressemble pas à un entretien officiel, » observa Marie. Richard se retourna brusquement et se dirigea vers sa voiture. Elles se baissèrent instinctivement lorsqu'il passa devant elle, même si son attention semblait concentrée droit devant. Une fois ses feux arrière disparus au coin de la rue, ils regardèrent Béatrice se retirer dans sa maison, l'enveloppe à la main. « Eh bien, » dit Marie, « ça devient intéressant. » Ils s'approchèrent de la maison avec précaution, remarquant les filets de pêche drapés sur le porche, les taches de sel sur l'allée. Jacques frappa fermement. La porte s'ouvrit aussitôt, le visage de Béatrice se tordant déjà de contrariété. « Qu'est-ce que vous voulez encore ?» Elle s'arrêta net en voyant 2 visages inconnus. Jacques remarqua qu'elle avait les yeux rougis et que ses mains tremblaient légèrement. « Mademoiselle Caron, je suis le capitaine Jacques Moreau. Voici l'adjudante Marie Dubois. Nous sommes de la gendarmerie de Plouescat. » L'expression de Béatrice passa de la colère à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Je ne... » « De quoi s'agit-il » ? « Nous aimerions vous poser des questions sur une déclaration que vous avez faite en 1967, » dit Jacques. « Pouvons-nous entrer ?»« Je n'ai rien à faire avec vous. » Elle commence à fermer la porte. Marie s'avance. « Nous vous avons vu parler avec notre supérieur à l'instant, Richard Hervé. Nous enquêtons sur la même affaire et nous avons vraiment besoin de vous parler. » Le visage de Béatrice pâlit. Elle jette un coup d'œil entre eux, puis sur les documents que tient Jacques. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Jacques brandit les 2 témoignages, l'un caché, l'autre officiel. « Il faut que vous nous expliquiez cela. »
Béatrice reste un long moment à regarder les documents, puis ses épaules s'affaissent en signe de défaite. Elle roule des yeux et recule d'un pas. Elle roule des yeux et recule d'un pas. Entrez. Mais c'est la dernière fois que je parle de ça. Le salon était petit mais bien rangé, décoré de photographies de temps meilleurs. Béatrice désigna un canapé usé et prit le fauteuil en face d'eux, l'enveloppe de Richard toujours serrée sur ses genoux. « Je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise, » commence-t-elle. « La vérité serait la bienvenue, » dit Marie avec douceur. « Nous savons que vous avez fait 2 déclarations différentes sur la nuit où la gendarme Laure Moreau a disparu. Nous avons besoin de savoir ce que vous avez vraiment vu. » Béatrice rit amèrement. « La vérité? Vous voulez la vérité après 13 ans? » Elle se frotte le visage des 2 mains. « Je suis tellement fatiguée de porter ce fardeau, ces mensonges, cette culpabilité. » Jacques se penche en avant. « Alors dites-nous, aidez-nous à comprendre. » Béatrice fixa l'enveloppe sur ses genoux pendant un long moment. Lorsqu'elle parle, sa voix dépasse à peine le murmure. « Je me rendais au travail en voiture ce soir-là, le 18 novembre 1967. J'étais garde forestier au Parc naturel régional d'Armorique et je travaillais le soir. Il était environ 20h30 lorsque j'ai passé la pointe de Bègue-Paul et que j'ai vu une femme gendarme, seule, arrêter une camionnette blanche. » Elle marque une pause, perdue dans ses souvenirs. Je n'y ai pas prêté attention. Les gendarmes arrêtent des gens tout le temps, non? J'ai donc continué à rouler. « Pouvez-vous décrire la camionnette ?» demande Marie, qui prend des notes. « Blanche, comme je l'ai dit. Un vieux modèle, peut-être le début des années 70. Pas de fenêtre à l'arrière comme celle qu'utilisent les artisans. » Béatrice se déplace sur sa chaise. Bref, je me suis mise au travail, j'ai fait ma tournée, mais c'était une soirée calme et je m'ennuyais. Alors, vers 22h, j'ai appelé mon mari, je lui ai demandé de venir me tenir compagnie. Elle a eu l'élégance de paraître embarrassée. Nous nous sommes retrouvés dans le parc. Vous savez ce que c'est, jeune, marié, à la recherche d'un peu d'excitation. Le parc est immense, il y a beaucoup d'endroits isolés dans les bois. Nous avons trouvé un endroit tranquille et... Elle fait un signe de la main. Vous voyez ce que je veux dire. Que s'est-il passé ensuite? Jacques insiste. Nous avons entendu quelque chose, un bruit comme un cri, peut-être un hurlement. Difficile à dire avec le vent et les arbres. Mon mari voulait enquêter, mais le parc est immense. Dans l'obscurité, les sons se répercutent étrangement. Nous avons marché pendant un quart d'heure, mais nous n'avons rien trouvé. Quelle heure était-il? Peut-être 23h30, minuit. Je n'ai pas vraiment regardé ma montre. La voix de Béatrice est devenue amère. Quand je suis retourné à mon poste vers 0h30, j'ai vu la même camionnette blanche sortir du parc, la même que celle du contrôle routier. J'en étais sûr. Marie et Jacques échangent un regard. Vous êtes sûr que c'était la même camionnette? Oui. Il y avait une bosse sur le panneau arrière, côté droit, en forme de croissant de lune. Et vous l'avez signalé? Le visage de Béatrice se crispe. J'ai essayé. Le lendemain, quand j'ai appris la disparition du gendarme vu pour la dernière fois sur la D10, je suis allé à la brigade, j'ai fait ma déposition, mais votre supérieur, Hervé, a pris le relais. Elle saisit l'enveloppe et la leur tend. « Prenez-la, j'en ai fini avec ça, tout ça. » Jacques ouvre l'enveloppe. Elle contient 30 000 francs en billets usés. « Il vous a payé pour que vous changiez votre déclaration, » dit Jacques. C'était pas une question. Béatrice acquiesce misérablement. Il a dit que ma première déclaration sur la camionnette blanche n'était pas claire, qu'elle prêtait à confusion. Il a dit que je devais la simplifier, dire que je n'avais rien vu. Il a donné l'impression de me rendre service, de m'aider à éviter les complications. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? La voix de Marie est douce mais ferme. Non. Des larmes coulent sur le visage de Béatrice. Une semaine plus tard, mon superviseur au parc a appris que mon mari et moi nous rencontrions là-bas. Quelqu'un a déposé une plainte anonyme. J'ai été licencié pour conduite inappropriée. Je n'ai pas pu retrouver un poste de garde forestier. Hervé s'en est assuré. « Alors, vous avez gardé le silence, » dit Jacques. « Je n'avais pas le choix. » Mon père était malade, les frais médicaux... Elle fait un geste autour de la modeste pièce. J'ai repris l'atelier de réparation de bicyclettes de mon père. Je m'en sortais à peine.
Et tous les 2 mois, Hervé arrivait avec une nouvelle enveloppe. Il me disait « Pour tes soucis, pour ta discrétion, pour votre discrétion ». Marie se lève. Mademoiselle Caron, il faut que vous veniez à la brigade, que vous fassiez une déclaration officielle, que vous nous aidiez à monter un dossier contre Richard. Béatrice secoue violemment la tête. Béatrice secoua violemment la tête. Non. Pas question. Tu l'as vu ici aujourd'hui. Il sait qu'il se passe quelque chose. Je peux paraître égoïste, mais je dois me protéger et protéger ma famille. Mon père est toujours malade. Il a toujours besoin de soins, et mon mari est parti à Lyon en m'accusant. Hervé pourrait détruire le peu qu'il nous reste. Mais votre témoignage... Il ne suffira pas, dit Béatrice d'une voix ferme. Tu le sais bien. C'est un commandant respecté, plus de 20 ans dans la gendarmerie. Je ne suis personne, une gardienne de parc en disgrâce qui s'est fait prendre avec son mari au travail. Qui va me croire? Jacques voulait argumenter, mais il comprenait sa peur. Il avait vu comment le système pouvait écraser ceux qui n'avaient pas de pouvoir ou de relations. Trouvez d'autres preuves, dit Béatrice. Montez un dossier auquel il ne pourra pas se soustraire. Ensuite, je témoignerai, mais pas avant. De retour dans la voiture, Jacques s'affaisse sur son siège. Elle a raison. Sa parole contre celle de Richard ne suffira pas. Mais maintenant, on sait qu'il y a quelque chose à trouver, dit Marie en démarrant le moteur. Une camionnette blanche dans le parc cette nuit-là, Richard qui l'a dissimulée, c'est plus important que l'or. Jacques s'est soudain redressé. Charles Beaumont a dit qu'il patrouillait dans le parc naturel régional d'Armorique aujourd'hui, le même parc où Béatrice travaillait. Ce n'est pas une coïncidence. Les yeux de Marie brillent de détermination. Alors allons voir ce que l'adjudant Beaumont a vraiment dans le ventre. Le parc naturel régional d'Armorique s'étendait devant eux, une vaste étendue de falaises côtières et de chênaies qui montaient de l'Atlantique vers les monts d'Arrée. Marie tourna dans le parking principal, le soleil de l'après-midi filtrant à travers les pins qui bordaient l'entrée. Là, dit Jacques d'un ton sec, la voiture de Richard. La voiture de Richard. La berline du commandant se trouvait près du poste de garde et, à côté, la voiture de patrouille bleue et blanche que Jacques avait vue ce matin-là. Il vérifie le numéro de la plaque pour s'en assurer. C'est l'unité de Charles Beaumont, la même que ce matin. Marie balaie le terrain du regard. Nous avons besoin d'une couverture. Il ne faut pas qu'il nous repère. Elle manœuvre la Peugeot pour se placer entre une camionnette et un camion de livraison, partiellement caché par des branches en surplomb. De là, ils avaient une vue dégagée sur les 2 véhicules tout en restant cachés. En sortant de la voiture, Jacques saisit une carte du parc dans la boîte destinée aux visiteurs. Le réseau de sentiers s'étendait sur des milliers d'hectares. Sentiers des douaniers, chemins de Kerberon, crêtes de Ménéum. Trouver quelque chose dans cette nature sauvage reviendrait à chercher un coquillage précis sur une plage. Nous ne pouvons pas nous contenter d'errer en espérant. Jacques commença, mais Marie posa un doigt sur ses lèvres. Elle pointa du doigt les arbres. 2 silhouettes émergent d'un sentier situé à 50 mètres de là. Richard Hervé, toujours en uniforme malgré l'extérieur, et Charles Beaumont en uniforme de la gendarmerie du Finistère. Charles porte une pelle et un lourd sac de matériel. Richard tient un grand sac en plastique noir, le type industriel utilisé pour les déchets de construction. Ils se dirigent avec détermination vers leur véhicule, le visage de Richard rougi par l'effort et la contrariété, tout en parlant à voix basse. Jacques et Marie s'approchèrent en s'abritant dans les arbres. « Je t'avais dit que ce n'était pas nécessaire, » dit Charles. Richard ouvrit son coffre et plaça soigneusement le sac en plastique dans une caisse en bois. « Inutile, as-tu entendu Moreau aux nouvelles ce matin ?»« Ils ont trouvé la voiture, Charles. Cette putain de voiture est remontée. » Charles chargea sa pelle et son sac d'équipement dans son véhicule de patrouille. « Et alors? Cela fait 13 ans. Il n'y a rien. » « Il y a du sang, » dit Richard, d'une voix étranglée par la panique. « Des douilles de balles et ce nouveau test ADN qu'ils ont maintenant, vous avez une idée de sa précision? Le corps est enterré depuis 13 ans, Richard. Il n'y a probablement plus que des os à l'heure qu'il est. Personne ne le trouvera à la crête de Ménézum. C'est un sentier de randonnée uniquement à 3 kilomètres dans la nature. Qui va chercher là-bas? »
Richard déplaça la caisse de son coffre à celui de Charles en grognant sous l'effort. Jacques remarqua qu'il la manipulait avec précaution malgré son agitation. « T'es con ou quoi ?» Richard menotta l'arrière de la tête de Charles. « S'il confirme que le sang dans la voiture est celui de Laure, que penses-tu que se passera ensuite? Ils voudront le corps. Ils recommenceront à interroger tout le monde. Cette femme Caron, les gardes forestiers que nous avons payés pour qu'ils se tiennent tranquilles, l'un d'entre eux parle et nous sommes finis. » Charles se frotte la tête, l'air renfrogné. Charles se frotte la tête, l'air renfrogné. Mais où suis-je censé l'emmener? Je ne peux pas vraiment rouler avec des restes humains dans mon coffre. Dans un endroit sûr. Un endroit que je ne connais même pas. Comme ça, si les choses tournent mal, je pourrais passer au détecteur de mensonges. Charles réfléchit un instant. Et l'endroit près de ces gens, vous savez, nos partenaires commerciaux? Si quelqu'un s'en approche, les soupçons se porteront sur eux, pas sur nous. Pour la première fois, Richard a presque souri. Enfin, tu penses. Fais-le, c'est tout. Et Charles, assure-toi que personne ne te voit. Ils refermèrent leur coffre en claquant la porte. Richard monta dans sa berline, tandis que Charles s'installa dans sa voiture de patrouille. Jacques et Marie s'enfoncèrent dans les arbres, tandis que les deux véhicules démarraient. La voiture de Richard tourna à gauche à la sortie du parc en direction de Plouescat. La voiture de patrouille de Charles tourna à droite en direction du nord, le long de la route côtière. Ils rejoignirent leur voiture en trottinant, Marie se glissant derrière le volant avant que Jacques n'ait complètement refermé sa portière. Elle attendit que Charles ait 30 secondes d'avance avant de démarrer. « Dieu merci, nous n'avons pas eu à parcourir la crête de Ménézum, » marmonne Marie, tout en gardant la voiture de patrouille de Charles en vue et en gardant ses distances. 3 kilomètres dans un terrain sauvage, nous aurions cherché pendant des heures. « Ce doit être l'or dans ce sac, » dit Jacques, la voix chargée d'émotion. 13 ans qu'elle est là-haut seule. Nous n'en sommes pas certains, a averti Marie, même si son ton laissait entendre qu'elle y croyait aussi. Mais quoi qu'il y ait dans cette caisse, Richard et Charles sont prêts à tout pour le cacher. Ils suivirent Charles vers le nord, le long de la D10, au-delà de la pointe de Begpol, là où tout avait commencé il y a quelques heures à peine. Jacques regarde la voiture de patrouille devant lui, l'esprit en ébullition. « Ces gens-là, avait dit Charles, des partenaires d'affaires. Quel genre d'affaires un gendarme corrompu pouvait-il avoir avec des partenaires dignes d'être protégés? » À l'intersection avec la D789, la prédiction de Richard s'avéra exacte. Sa berline bifurqua vers l'intérieur des terres, en direction de Plouescat. Charles continue vers le nord. « Il va vraiment le faire, » dit Marie. « Déplacer un corps en plein jour dans un véhicule de la gendarmerie. »« 13 ans qu'il s'en tire, » répond Jacques. « C'est une ville côtière tranquille. Pourquoi penserait-il qu'il en serait autrement aujourd'hui? » Après 30 minutes de filature de la voiture de patrouille de Charles vers le nord le long de l'Aute, Marie observe. Nous nous dirigeons vers le territoire de Morlex. Jacques se penche vers l'avant, apercevant au loin le complexe industriel familier. Là, la station d'épuration. Il fait demi-tour. La station d'épuration de Morlaix était un complexe tentaculaire de bâtiments en béton et de réservoirs cylindriques, entouré de clôtures à mailles losangées et de panneaux d'avertissement. La voiture de patrouille de Charles ne s'est pas dirigée vers l'entrée principale, mais a tourné autour d'une route de service à l'arrière de l'installation. Marie s'est écartée de la route principale et s'est abritée derrière un groupe d'unités de stockage, ce qui leur a permis de voir les mouvements de Charles à travers la clôture. Ils le regardèrent se garer dans un endroit isolé, près d'une zone de végétation dense, une prairie non entretenue qui bordait le périmètre arrière de l'établissement. « Il bouge, » dit Jacques. Charles sortit de son véhicule et ouvrit le coffre. Il soulève la caisse en bois contenant le sac en plastique, prend sa pelle et se dirige vers les hautes herbes. Il se déplace avec détermination tout en surveillant par-dessus son épaule. « Allons-y, » chuchota Marie. « Restez en retrait. » Ils descendirent de leur voiture et s'approchèrent de la clôture, utilisant l'équipement industriel et les buissons pour se couvrir. Charles ne s'était pas aventuré très loin dans la végétation, à une trentaine de mètres de son véhicule.
Il pouvait le voir clairement alors qu'il commençait à creuser, la pelle mordant dans la terre avec des morceaux rythmés. Charles travaillait efficacement, ses mouvements témoignant d'années de travail physique. En 10 minutes, il a creusé un trou d'environ 1 mètre de profondeur et d'1,5 mètre de longueur. L'estomac de Jacques se serra lorsque Charles ouvrit la caisse et renversa le sac en plastique noir dans le trou. Le contenu se répandit. Il s'agissait manifestement de restes humains, bien que dégradés par des années d'enfouissement. Des os, des tissus en lambeaux et ce qui aurait pu être des cheveux tombèrent dans la tombe fraîche. Charles fit alors quelque chose qui fit bouillir le sang de Jacques. Il plongea la main dans le trou, en retira un petit os, peut-être un doigt, et le glissa dans sa poche. Un trophée. Charles commença à combler le trou en tassant la terre avec ses bottes. En quelques minutes, il a dispersé le surplus de terre et recouvert le site d'herbe et de débris. Pour un observateur non averti, le sol semblait intact. Ils se sont retirés dans leur voiture pendant que Charles chargeait son équipement dans le coffre. Jacques tend la main vers la radio, mais Marie l'attrape. « Attendez, dit-elle. Rappelle-toi ce qu'il a dit à Richard, quelque chose à propos de la placer près de ces gens pour que les soupçons tombent sur eux. Voyons où il va. » Jacques acquiesça à contre-cœur. Ils avaient besoin d'une vue d'ensemble, pas seulement de Charles avec une pelle. Charles brossa la saleté de son uniforme et remonta dans sa voiture de patrouille. Mais au lieu de quitter l'établissement, il franchit un portail d'accès interne et montra ses papiers aux gardes de sécurité à l'air ennuyé. « Il a un accès, » a marmonné Marie. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » Elles observèrent aux jumelles le véhicule de Charles qui s'arrêta devant ce qui semblait être un hangar à générateurs abandonné à l'extrémité du complexe. Le bâtiment semblait ne pas avoir été entretenu depuis des années. Murs tachés de rouille, fenêtres cassées, rafistolées avec du contreplaqué. Charles disparut à l'intérieur. 5 minutes passèrent, puis il ressortit, portant un paquet rectangulaire enveloppé dans du papier brun, dont la taille et la forme étaient immédiatement familières à tout agent des stupéfiants. « Salopard !» souffle Jacques. « De la drogue. Il ramasse de la drogue. » Marie est déjà à la radio et parle à voix basse. « Centrale, ici l'adjudant Dubois. J'ai besoin que vous fassiez un contrôle discret de la station d'épuration de Morlex. Des rapports, des plaintes, des activités inhabituelles. » Alors qu'ils attendaient la réponse du central, un mouvement dans le hangar du générateur attira leur attention. 2 hommes en étaient sortis et entre eux se trouvaient 2 jeunes femmes, des adolescentes, à ce qu'il semble, portant des robes bon marché et ayant l'air terrifiées. Les hommes ont poussé les filles vers Charles, qui les a saisies brutalement par les bras et les a emmenées jusqu'à sa voiture de patrouille en les poussant sur le siège arrière. « C'est tout, » dit Jacques. « Nous avons besoin de renforts maintenant. » Marie était déjà à la radio. « Dispatch, nous avons un 112 à la station d'épuration de Morlex. » Officier impliqué dans un possible trafic d'êtres humains et de stupéfiants. Demande d'intervention immédiate de l'équipe tactique. Le suspect est l'adjudant Charles Beaumont de la gendarmerie du Finistère. Nous avons également besoin d'unités pour sécuriser le commandant Richard Hervé de la brigade de Plouescat. Il est impliqué. Bien reçu, adjudant, les unités répondent, ETA 5 minutes. Il garde un œil sur Charles qui est maintenant engagé dans une conversation animée avec les hommes à l'extérieur du hangar. La nature décontractée de l'interaction suggère qu'il ne s'agit pas de leur première transaction. C'est alors qu'une camionnette blanche surgit des profondeurs de l'établissement, vieille, anonyme, sans vitre arrière. Le pouls de Jacques s'accélère, comme celle que Béatrice Caron avait décrite. Charles retourna à sa voiture de patrouille et la positionna devant la camionnette, s'apprêtant manifestement à l'escorter hors de l'établissement, utilisant un véhicule de gendarmerie pour protéger une opération criminelle. L'audace de cette démarche fit se serrer les mains de Jacques. « Ils font cela depuis des années, » dit Marie à voix basse. « Regarde comme c'est routinier. Pas de nervosité, pas de précipitation, c'est comme d'habitude. » Le bruit des sirènes qui se rapprochent brise le calme de l'après-midi. Plusieurs voitures de patrouille et un fourgon du JGN convergent vers l'entrée principale de l'établissement. L'agent de sécurité, confronté à la présence écrasante de la gendarmerie,
n'a d'autre choix que d'ouvrir la barrière. Charles et le conducteur de la camionnette se rendent compte simultanément de leur situation. Les deux véhicules avancent en trombe, tentant d'atteindre une sortie secondaire. Marie enclenche la vitesse et se lance à la poursuite des autres unités. Le conducteur de la camionnette a perdu son sang-froid en premier, freinant brusquement et levant les bras au ciel. Charles tente un coup de bluff, arrête sa voiture et en sort avec une nonchalance affectée. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'écrie-t-il en essayant de faire preuve d'autorité et de confusion. « Je n'ai reçu aucune notification concernant une opération. Je vérifiais simplement cet entrepôt dans le cadre de ma patrouille. » Marie est déjà sortie de la voiture, les menottes à la main. « Arrêtez, Charles, nous avons tout vu. » « C'est un malentendu, » proteste Charles alors que Marie lui passe les menottes. « Ces filles dans ma voiture, elles achetaient de la drogue, tu vois. » Il fait un geste désespéré vers le paquet marron posé sur le siège avant. « C'est moi qui les ramenais. » Jacques se penche vers lui. « Tu es un sacré conteur, Charles. Dommage qu'on t'ait vu enterrer des restes humains il y a 30 minutes. Probablement ceux de l'or. Puis vous êtes venu ici pour récupérer de la drogue et probablement votre prime mensuelle de filles trafiquées. » Le visage de Charles est devenu blanc. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est une erreur. »« La seule erreur, c'est la vôtre, » dit Marie en lui lisant ses droits, tout en le guidant vers une voiture de patrouille. Pendant ce temps, l'équipe tactique a pénétré dans le hangar du générateur. Jacques et Marie s'approchent alors que les officiers sortent avec des suspects menottés, des hommes à l'air dur qui dégagent de la violence, même en garde à vue. À l'intérieur, le hangar révèle immédiatement sa véritable fonction. Des escaliers menaient à un sous-sol qui empestait les produits chimiques. Le laboratoire de méthamphétamine était vaste, appareils en verre, éléments chauffants, réservoirs de produits chimiques précurseurs de qualité professionnelle, capables de produire des quantités massives. Dans une pièce annexe, ils ont trouvé d'autres victimes, des femmes allant de l'adolescence à la trentaine, toutes présentant des signes de captivité et d'abus. Une femme officier leur parlait doucement en portugais, les assurant de leur sécurité. L'une des femmes les plus âgées, plus courageuses que les autres, a pris la parole. « Nous travaillons au laboratoire, nous emballons, nous nettoyons. » « Mais les jeunes, dit-elle en désignant les adolescents, ils les gardent pour les spéciaux. Pour les nouveaux clients, les nouveaux partenaires. Récompense mensuelle pour les gendarmes qui les aident. » Jacques dut sortir, luttant contre la nausée. Cela allait au-delà de la corruption. C'était le mal systématique et protégé par ceux-là même qu'ils avaient juré de servir. Les équipes médicales sont arrivées, escortant doucement les victimes vers les ambulances. Le transport des arrestations a commencé à se remplir de suspects. Les équipes chargées des preuves ont envahi le laboratoire, documentant tout. Jacques dit à Marie « Nous devons retrouver ces restes avant que quelqu'un d'autre ne s'en mêle. » Ils ont trouvé un autre officier pour les accompagner et sont retournés à l'endroit où Charles avait creusé sa tombe à la hâte. La terre remuée était encore évidente pour des yeux exercés. À l'aide de la pelle abandonnée par Charles, ils ont soigneusement déterré les restes, les transférant dans un sac de preuves avec le respect qu'ils méritaient. « L'or, » chuchote Jacques. Après 13 ans, ils l'avaient retrouvé. De retour à leur voiture, les preuves sécurisées, Jacques se souvient d'une dernière pièce cruciale. Nous avons besoin de Béatrice Caron. Son témoignage fait le lien entre tout cela. Marie est déjà en train de composer le numéro. Lorsque Béatrice répond, la voix de Marie est ferme mais aimable. « Mademoiselle Caron, c'est l'adjudant Dubois. Nous avons arrêté Charles Beaumont et nous avons des preuves sur Richard Hervé. Plusieurs officiers sont impliqués. Il est temps de tenir votre promesse. » Il y a eu une longue pause. Puis Dieu merci. Oui, oui, je viendrai. Nous envoyons une unité pour vous escorter en toute sécurité jusqu'à la brigade, lui assure Marie. Jacques s'empare de la radio. Centrale, besoin d'une unité au 2855 rue Béatrice Plouescat. Escorte de protection pour un témoin. La station d'épuration ressemblait à une zone de guerre. Des véhicules de gendarmerie partout, des suspects en garde à vue, des victimes recevant des soins. Ils ont découvert quelque chose de monstrueux, caché à la vue de tous, protégé par des badges et la confiance du public.
Rentrons, dit Marie. Il est temps d'avoir une vraie conversation avec Richard Hervé. La brigade de gendarmerie de Plouescat s'est transformée en chaos contrôlé. Les suspects de la station d'épuration passaient à l'enregistrement, les poignets menottés, le visage renfrogné. Les officiers se déplaçaient avec une efficacité éprouvée, mais traitant les preuves, rédigeant des rapports, se coordonnant avec de multiples agences. L'ampleur de ce qu'ils ont découvert n'est pas encore évidente. Jacques et Marie soumettent leurs preuves au greffier de la propriété, le sac de reste, la pelle de Charles, les photographies des deux scènes. Chaque élément est méticuleusement consigné, la chaîne de possession préservée. Salle d'interrogatoire numéro 2, leur dit un officier en uniforme. Hervé y est déjà. Le commandant veut que vous soyez tous les deux sur cette affaire. À travers le miroir sans teint, Richard Hervé paraissait plus petit que Jacques ne l'avait jamais vu. Le commandant confiant avait disparu, remplacé par un homme transpirant, menotté, dont les yeux parcouraient nerveusement la pièce. Marie prit les devants, s'installant sur la chaise en face de Richard, tandis que Jacques s'asseyait tranquillement à côté d'elle, étudiant l'homme en qui il avait eu confiance pendant 2 décennies. Cet entretien est enregistré, commence Marie en activant la cassette. Les personnes présentes sont l'adjudant Marie Dubois, le capitaine Jacques Moreau et le commandant Richard Hervé. Monsieur Hervé, on vous a lu vos droits. C'est une erreur, dit Richard, mais sa voix manque de conviction. Ce que vous pensez avoir vu. Ce que nous avons vu, interrompt Marie calmement, c'est que vous avez livré un paiement à Béatrice Caron cet après-midi. Nous vous avons vu, vous et Charles Beaumont, déplacer des restes humains du parc naturel régional d'Armorique. Nous avons suivi Charles jusqu'à un laboratoire de méthamphétamine où il récupérait de la drogue et faisait du trafic de femmes. Mademoiselle Caron a fait une déclaration complète sur la façon dont vous l'avez payée pour qu'elle change son témoignage il y a 13 ans. Le visage de Richard est passé par plusieurs tons de pâleur. Vous nous avez suivis du parc à la station d'épuration ? Jacques confirme. Nous avons tout vu, Richard. Le silence s'étire entre eux. Richard respire difficilement, sa chemise s'assombrit de sueur. Que s'il passait en 1967 demande Jacques à voix basse. Qu'est-il arrivé à ma femme? Richard fixa la table pendant un long moment. Lorsqu'il releva enfin la tête, quelque chose s'était brisé dans ses yeux. Très bien, dit-il. Vous savez tout de toute façon. J'en ai assez. 13 ans à regarder par-dessus mon épaule, à attendre ce jour. Il a pris une respiration tremblante. Ma meilleure chance maintenant est un accord de plaidoyer. Alors voilà, tout. Marie s'est penchée en avant, le stylo posé sur son bloc-notes. Laure a arrêté une camionnette cette nuit-là, le 18 novembre 1967. Un contrôle routier de routine près de l'ancien port de pêche de Roscoff, juste à côté de Plouescat. Elle ne le savait pas, mais cette camionnette transportait une cargaison de méthamphétamine depuis la station d'épuration jusqu'au port pour être distribuée. Les mains de Jacques se crispent sous la table, mais il reste silencieux. Le chauffeur a paniqué, un trafiquant de bas étage, probablement sous l'emprise de son propre produit. Il lui a tiré dessus par la fenêtre du passager, l'a touchée à l'épaule et l'a fait tourner sur elle-même. Elle était blessée, elle saignait, mais elle n'était pas morte. « Et ils vous ont appelé ?» dit Marie. Ce n'était pas une question. Richard acquiesça lamentablement. J'étais leur homme de confiance. Depuis 2 ans déjà, ils payaient bien et je me disais que je ne faisais que regarder ailleurs parce que je n'étais pas vraiment impliqué. Mais quand ils ont appelé cette nuit-là, il s'est frotté le visage. J'ai envoyé Charles, je lui ai dit de s'en occuper avant que la sauvegarde ne puisse répondre à sa dernière position. Charles l'a tué, dit Jacques, la voix rude. Non. Richard croise son regard. C'est moi qui l'ai tué. Charles voulait appeler une ambulance, essayer de la sauver, mais elle avait vu le vent, vu le conducteur. Elle pouvait les identifier, témoigner. Alors Sa voix s'est brisée. J'ai terminé ce que le fuyard avait commencé. J'ai utilisé sa propre arme. C'est pourquoi la douille correspondait aux munitions du département. La salle d'interrogatoire est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement de l'équipement d'enregistrement. Nous avons détruit sa radio et sa caméra, poursuit Richard, chaque mot semblant le vieillir.
On a enterré son corps dans le parc naturel régional d'Armorique, crête de Ménezum à 3 kilomètres, là où personne ne va. Les gars du cartel ont pris sa voiture de patrouille à la pointe de Begpol et l'ont poussée dans l'océan. La tempête de cette semaine-là a permis de la cacher. Le sang dans le coffre, demande Marie. C'est dû à son déplacement. Nous l'avons enveloppé dans du plastique, mais il haussa les épaules, impuissant. Jacques retrouve sa voix. Pendant toutes ces années, les mensualités n'étaient pas que de l'argent. Non, admet Richard. De la drogue pour certains des gars qui en prenaient. Des filles pour se divertir. L'opération s'est développée au fil des ans. D'autres gendarmes ont été impliqués. Des noms, demande Marie. Richard rit amèrement. Tu veux des noms? Cette brigade manquerait de personnel si je vous les donnais tous. Au fur et à mesure que les noms s'égrènent, Jacques se sent malade. La corruption était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Il n'est pas étonnant que la disparition de l'or n'ait jamais été élucidée. La moitié de la brigade s'est employée à la dissimuler. « J'ai besoin d'air, dit Jacques brusquement en se levant. Marie le regarda avec inquiétude, mais hocha la tête. « Prends ton temps. Nous n'en avons pas fini. » Jacques trébuche dans le couloir, les jambes chancelantes. Le poids de 13 années de mensonges, dormir à côté d'un oreiller vide, ne pas savoir si Laure l'avait quitté ou si elle était morte, s'écrasa d'un seul coup. « Jacques !» Il lève les yeux et aperçoit Béatrice Caron, assise sur un banc près des salles d'interrogatoire, les mains croisées nerveusement sur les genoux. « Mademoiselle Caron, » dit-il pour s'asseoir à côté d'elle. « Merci d'être venue. J'ai fait ma déposition, » dit-elle à voix basse. « Je leur ai tout dit sur cette nuit-là, sur les menaces de Richard, sur Hervé, sur tout. » Elle se tourne vers lui, les larmes aux yeux. Elle se tourne vers lui, les larmes aux yeux. Ce n'est pas juste. Ce qui t'est arrivé, ce qui est arrivé à Laure, ce qui est arrivé à n'importe qui. Je sais que je mérite d'être poursuivi. J'ai pris leur argent, j'ai gardé leur secret. Jacques a étudié son visage usé par le temps, voyant le poids qu'elle avait porté. Vous avez été intimidée et réduite au silence. Vous avez été menacée. Le procureur en tiendra compte. Mais, je suis toujours... Vous vous êtes manifesté quand il le fallait, interrompt Jacques avec douceur. Votre témoignage nous a aidés à résoudre cette affaire. Cela compte pour quelque chose, peut-être l'immunité, peut-être un accord. Mais quoi qu'il en soit, je vous en suis reconnaissant. Laure peut enfin se reposer parce que vous avez trouvé votre courage. Ils s'embrassèrent brièvement, deux personnes liées par la tragédie, trouvant un moment de réconfort. Capitaine Moreau, un technicien de la police scientifique, est apparu dans l'embrasure de la porte. Pourriez-vous venir avec moi ? Nous avons besoin de vous pour identifier quelque chose. Jacques s'excusa et suivit le technicien jusqu'à la salle d'expertise. Des tables sont alignées le long des murs, couvertes d'objets étiquetés provenant des raids de la journée. Le technicien le conduisit à une table plus petite, où les restes avaient été soigneusement disposés. Nous enverrons tout au laboratoire national pour des tests ADN, explique le technicien en enfilant des gants en latex. Mais nous avons trouvé ceci avec les restes. Elle brandit un petit sac de preuves. À l'intérieur se trouvait un pendentif sur une chaîne délicate, ternie mais intacte. Jacques l'a immédiatement reconnu. Il s'agit du pendentif en argent en forme de cœur que Laure avait porté tous les jours de leur mariage. Les mains tremblantes, Jacques prend le sac. À travers le plastique, il sent le poids du métal, la forme familière. Il le retourne et il est là, gravé au dos dans une écriture élégante. Jacques et Laure, pour toujours. C'est à ce moment-là que les larmes ont coulé, 13 années de chagrin se déversant dans la salle stérile de la police scientifique. Le pendentif rendait les choses réelles, même si la découverte de son corps ne l'avait pas fait. C'était celui de Laure, porté contre sa peau, chérie. Elle ne l'avait pas quitté. Elle lui avait été volée. Le technicien s'est retiré respectueusement, lui laissant l'espace nécessaire pour faire son deuil. Après plusieurs minutes, Jacques s'essuie les yeux et retourne à la table des pièces à conviction. Parmi les ossements, il remarque que l'un d'entre eux est étiqueté séparément. « Nous l'avons trouvé dans la poche de Charles Beaumont », explique le technicien. Un os de doigt. Il l'a pris comme une sorte de trophée. « Salopard », murmure Jacques. Ces hommes avaient porté des insignes, prêté serment.
Ils avaient trahi tout ce que la gendarmerie représentait. Il toucha doucement le sac contenant les ossements. Je t'ai enfin retrouvé, Laure. Vous pouvez vous reposer maintenant. Capitaine, dit doucement le technicien, ce que vous avez fait aujourd'hui, vous avez sauvé ces femmes à l'installation. Elles sont maintenant à l'hôpital général de Morlech, où elles sont soignées. Leur vie compte aussi. Jacques acquiesça, puisant sa force dans cette vérité. Laure n'était plus là, mais d'autres avaient été sauvés. Il a confirmé les preuves pour les tests ADN et est retourné dans le couloir. Marie sortait de la salle d'interrogatoire, l'air vidé mais satisfait. Il nous a tout donné, dit-elle. Nom, date, itinéraire, contact. Cela va mettre la brigade à feu et à sang. Bien, dit Jacques avec fermeté. Elle a besoin d'être déchirée et reconstruite proprement. Ils sont restés ensemble dans le couloir, observant le traitement des suspects, l'arrivée des officiers des affaires internes qui commençaient leur enquête et la machine de la justice qui avançait. La bataille va être longue, observe Marie. Les procès, les enquêtes, l'éradication de tous les gendarmes corrompus nommés par Richard. La brigade ne sera plus la même. Elle ne devrait pas être la même, répondit Jacques. Pas après ça. Marie consulte sa montre. Les victimes de l'établissement, il faut aller les voir aussi. Prendre leur déposition, mais aussi... Elle marqua une pause. Leur faire savoir qu'elles sont en sécurité maintenant, que les gens se soucient d'elles. Jacques acquiesce. Jacques acquiesça. Allons-y. Alors qu'ils se dirigeaient vers le bureau de réservation, Jacques réfléchit à ce qu'ils avaient découvert. Le mal avait prospéré parmi eux parce que les bonnes personnes étaient restées silencieuses, parce que ceux à qui l'on avait confié le pouvoir en avaient abusé à des fins personnelles. Laure était morte simplement pour avoir fait son travail, pour avoir arrêté le mauvais véhicule au mauvais moment. Mais la vérité, comme sa voiture de patrouille, finit toujours par remonter à la surface. La tempête qui avait délogé les preuves n'était pas seulement météorologique. C'était la tempête de la conscience chez des gens comme Béatrice, la tempête de détermination chez des officiers comme Marie, la tempête de la justice qui exigeait de rendre des comptes pour des péchés longtemps cachés. L'insigne signifiait quelque chose. Il devait signifier quelque chose. Et pour Laure, pour les femmes qu'elles avaient sauvées aujourd'hui, pour la communauté qui leur faisait confiance, elle ferait en sorte que ce soit encore le cas.